Arrêtez de chercher le bon coup, trouvez-le. Vous ne trouvez pas ça frustrant? Vous réfléchissez pendant 10 minutes sur la position. Vous sentez qu'il y a quelque chose à faire. Mais quoi? Dépité? Vous jouez mollement un coup sans risque. Tant pis. Par contre, votre pote, lui, a trouvé le coup qui aurait pu vous faire gagner la partie. Et ça fait 8 minutes qu'il l'a trouvé. Et oui, lui, en 2 minutes, il a eu le temps de sentir qu'il y avait quelque chose à faire, de repérer où ça se passait sur l'échiquier, quelles étaient les pièces concernées et comment conclure le tout. C'est rageant, non hein? Bon, pourquoi est-ce que votre pote, qui entre nous est loin d'être plus futé que vous, a trouvé ce bon coup et pas vous? Une coïncidence? Une simple histoire de chance? Que nenni. Votre pote, pas forcément futé, s'est par contre posé les bonnes questions. Il a su quoi et où regarder. Comme je le dis à mes élèves, si je pouvais me cacher sur votre épaule pendant les parties et vous souffler les bonnes questions tout au long de la partie, eh bien vous gagnerez, c'est évident. Et s'il y a des pièces sur la même ligne, rangées colonne diagonale, est-ce qu'il y a des pièces non défendues? Si vous pouviez placer la dame sur la case de votre choix, où irait-elle? Quelles sont les cases de fuite du roi adverse? Avez-vous des pièces qui regardent à travers d'autres pièces, au rayon X? Évidemment, vous pourriez apprendre par cœur une cinquantaine de questions comme ça à se poser. Mais bon, à défaut d'être une approche fun, ce serait l'occasion de se prendre pour un ordinateur et chercher à réduire la victoire aux échecs à une suite de questions à se poser. Très algorithmique comme façon de voir les choses. Si ça vous tente, pourquoi pas. À défaut, ou à moins d'avoir un mini-moi sur votre épaule, vous pouvez suivre 3 points essentiels pour trouver le coup gagnant. C'est mieux qu'une cinquantaine de questions, et encore mieux que de passer à côté du coup gagnant. Ces 3 points essentiels sont faciles à retenir, il suffit de se demander si ça pique. Pique, P-I-C, photographier, imaginer, calculer. Mais reprenons depuis le début. Quand faut-il réfléchir aux échecs? Qui a répondu? Tout le temps, voyons. Faux, vous allez vous épuiser. Qu'importe votre niveau, si vous êtes toujours à fond, vous ne tiendrez pas. Et avec la fatigue, vous allez faire des bourres. Comparons avec la conduite d'un véhicule. Votre niveau de vigilance varie selon les moments. Bien sûr, il faut tout le temps un niveau minimum de vigilance. Mais en fonction des circonstances, vous serez plus ou moins attentif à votre environnement. Parfois, vous allez être surpris et parfois, vous pourrez anticiper la hausse de vigilance. Je sais que je vais bientôt devoir prendre la sortie 14 et quitter l'autoroute, attention. C'est la même chose pendant une partie. Parfois, vous allez être surpris par un coup joué par votre adversaire et vous allez devoir réfléchir. Parfois, vous pouvez anticiper. Ok, après fou 2, toutes mes pièces seront développées, il faudra que je trouve quelque chose à faire. Plus vous êtes fort, plus vous savez à l'avance quand vous allez devoir réfléchir et plus ces moments seront précieux et rares, ces moments de réflexion. Ce moment où vous devez à tout prix réfléchir se nomme le climax. Boris Spassky, qui était champion du monde de 69 à 72, a dit « Le meilleur indicateur de la forme d'un joueur d'échecs est sa capacité à sentir le climax de la partie. » Le climax est le point culminant de la partie, là où tout se joue. C'est évidemment pendant le climax qu'il faut réfléchir, avoir la concentration maximale, se poser les bonnes questions. Le climax, c'est quand vous voulez sortir du périphérique, qu'il y a 3 motards qui vous doublent à gauche et Paupier qui vous double par la droite, votre enfant qui pleure à l'arrière, votre téléphone qui sonne et en plus, il y a de l'orage avec de la grêle. Ça, c'est le climax. Plus vous allez jouer, plus vous allez peaufiner votre bagage technique, tactique et stratégique, plus vous allez sentir le moment du climax. C'est à ce moment-là que vous respirez profondément et que vous entrez en réflexion intense et que vous utilisez le pitch. Photographier, imaginer, calculer. J'ai volontairement laissé de côté certains paramètres qui vont influencer le choix de consacrer du temps à réfléchir ou non. La pendule, le temps qu'il vous reste, ainsi qu'à votre adversaire, votre état, fatigue, stress et l'enjeu de la partie. De plus, une partie est différente d'un exercice tactique. Le dernier coup de l'adversaire raconte beaucoup sur son plan. Dans un exercice, nous n'avons pas cette donnée. Pendant une partie, nous ne réfléchissons pas de zéro, mais nous suivons une certaine logique dans notre réflexion. Ce qui est bien souvent un piège que l'on se tend à soi-même. La tête dans le guidon, on ne prête pas attention aux évolutions discrètes de la position. Ce qui était inconcevable il y a 3 coups, comme un sacrifice de dame, devient une menace réelle. Le pitch permet de retrouver un peu d'innocence afin de redécouvrir la position avec un œil neuf. Donc le pitch. D'abord le P pour photographier. La première chose à faire n'est pas de calculer. Au contraire, il s'agit avant tout de s'imprégner de la totalité de l'échiquier, de repérer les caractéristiques remarquables. Votre capacité à repérer les caractéristiques remarquables reflète directement votre niveau. Vous devez être capable de vous expliquer à vous-même ce qui caractérise cette position. Les échecs, c'est souvent une longue discussion avec soi-même contre la longue discussion avec le lui-même d'un adversaire. Est-ce qu'il y a une différence de matériel entre les deux camps? Est-ce qu'il y a des pièces attaquées? Nombre d'attaquants, nombre de défenseurs? Est-ce qu'il y a des pièces non défendues? Présence de batterie?
des pièces qui attaquent à même point, des zones de tension, des faiblesses. Voilà quelques-unes des dizaines de questions que vous pouvez vous poser. Concentrez-vous sur le fait de photographier. La position est de discriminer les points importants. C'est le moment où le peintre regarde le paysage qu'il souhaite retranscrire et sublimer sur sa toile. C'est là que défilent dans votre tête les thèmes tactiques que vous connaissez. Attaque à la découverte, rayon X, attraction. Prenez le temps de ne pas vous précipiter sur le calcul afin d'éviter un effet tunnel. Lorsqu'on est concentré sur le calcul, on ne voit plus qu'une partie de l'échiquier. Donc par exemple, sur cette position, voilà, c'est au noir de jouer. Bon, le cavalier G4 est attaqué par un pion, je peux faire F prend E4, mais E4 est protégé 3 fois. Genre je fais F prend E4, j'attaque la dame, mais le pion est tout de suite trop pris. Tour H1 attaque au rayon X madame, et du coup madame attaque au rayon X la tour H1, madame attaque au rayon X le roi blanc. Ah, ma tour F8 fait pression au rayon X sur F2. Je sais que F5 peut rapidement libérer la colonne F pour que la tour puisse attaquer en prenant E4. Madame a peu de cases, si les blancs peuvent faire fou G5 en étant protégés, je perds la dame. Mon fou C8 pourrait rapidement venir en G4 et contrôler la diagonale H5 D1. Cavalier F2 pourrait faire une double attaque. Tour H1, dame D3. Les blancs pourraient rapidement mettre le roi à l'abri avec un grand roi. Alors vu comme ça doit vous paraître très fouillis et c'est tout à fait normal. Cela se passe dans ma tête. Il y a des informations qui seront utiles pour trouver le bon coup et d'autres qui sont parasites. Je le saurai plus tard. Pour l'instant, je photographie tout ce qui me paraît intéressant. Je n'oublie pas de prendre les possibilités et menaces de l'adversaire. Je photographie tout l'échiquier, pas juste mes propres pièces. Ouais, je ne calcule pas. Vous avez peut-être eu l'impression qu'il y a du calcul, mais en fonction de votre niveau, non, ça se fait automatiquement. Le fait de prendre un pion et puis on me reprend tout de suite, ce n'est pas du calcul chez moi, je le vois. Donc en fonction de votre niveau, tout ça, c'est la photographie. Et le simple fait de photographier, la position permet d'apercevoir des possibilités. Imaginez, après le P de photographier, on imagine. Vous lâchez votre imagination. Les échecs, c'est un art créatif et c'est le moment de le prouver. Après la photographie, on imagine. Alors je sais que vous êtes pressé de calculer et pourtant je vous demande encore un petit peu de patience. L'utilité d'un plan, c'est de partir d'un point A pour aller à un point B. On utilise le pitch pour partir de la position actuelle pour aller vers une meilleure position, voire la victoire. On va utiliser l'imagination pour ouvrir nos perspectives sur l'échiquier. Quelle position finale nous serait favorable? Et toujours sans calculer, on est toujours en plein brainstorming, c'est la tempête dans le cerveau. En prenant l'exemple, je me laisse la possibilité d'imaginer une autre position du roi blanc, et même d'imaginer une position dans laquelle le roi serait menacé. On se sent libre de rêver. Donc on regarde, tiens, si j'étais tout puissant, où est-ce que je pourrais déplacer mes pièces? Tiens, si le roi pourrait se mettre en D1, mon cavalier pourrait aller en F2, faire une triple attaque, roi, dame, tour. Ah, ou d'autres possibilités, est-ce que je peux placer le roi en F2, et du coup faire F prend E4 pour créer une double attaque, roi plus dame. Bon, très bien. Vous voilà armé pour enfin passer à la troisième étape, celle que vous attendez toutes et tous, calculer. Si vous avez été performant dans les étapes précédentes, le calcul va être une partie de plaisir. Armé jusqu'aux dents, conscient des forces et faiblesses, des zones de tension et avec des idées de position finale, on va faire le tour des possibilités. Calculons, mais calculer quoi? Les coups candidats, pardi. Et à la fin, c'est comme pour les présidentielles, il ne pourra en rester qu'un. Alors, on va calculer... Ah, en fait non. Je crois que je vous ai menti. Encore une dernière chose à faire avant de calculer, nous allons lister les coups candidats. Alors pourquoi on les liste? Pourquoi est-ce que je déconseille de calculer immédiatement le coup qui vous est passé par la tête? Tout simplement parce que le premier coup que l'on aperçoit n'est pas forcément le meilleur. Rappelez-vous, on économise notre concentration, on économise notre force de calcul. Définir une liste de coups candidats permet de choisir celui qui semble le plus prometteur. S'il amène aux maths par exemple, pourquoi s'enquiquiner à calculer autre chose? Donc quels sont les coups candidats ici? Bon, F prend E4, qui menace cavalier prend F2, cavalier prend F2, F5, permet d'attaquer le cavalier G3. Alors voilà, je liste les coups candidats, c'est le moment de rajouter aussi des caractéristiques qui nous auraient échappé quand on a photographié. Ok, le cavalier G3, ok, du calcul. Je remarque que le cavalier prend F2, roi prend F2 ressemble à une position finale que j'avais imaginée plus tôt. Bingo, on est dans le calcul. Nous devons, pour notre honneur et pour le résultat de la partie, vérifier les défenses adverses. Ok, cavalier prend F2. Les blancs sont-ils obligés de faire roi prend cavalier F2 et donc de perdre la dame avec F prend E4? Eh bien, même si la dame bouge, le cavalier va prendre la tour ensuite, donc bingo. Pas d'autre défense? Non. Par acquis de conscience, on peut vérifier rapidement les autres coups candidats pour voir s'il y a mieux. Cependant, c'est quand même déjà très satisfaisant de gagner une tour, voire la dame. S'il y a des échecs dans les coups candidats, autant commencer par eux. Un échec diminue grandement le nombre de réponses possibles, et donc s'il y a un accès aux maths forcé, donc l'adversaire n'a pas le choix, autant en profiter. On a fait le pic, et bien après ça recommence. Nous avons eu de la chance ou assez de classe cette fois-ci pour trouver du premier pic le bon coup.
Mais en parcourant le pitch une première fois, en calculant des variantes, vous allez repérer des nouvelles choses. De la position n'a pas changé, mais votre compréhension de cette position si. Ainsi, il peut être nécessaire de refaire le pitch en entier. Cependant, vous allez voir, cela ira plus vite et surtout plus en profondeur. Il y a des positions qui sont de véritables bijoux. À chaque passage du pitch, de nouvelles possibilités apparaissent. C'est le cas d'ailleurs d'un exercice célèbre issu d'une partie officielle où la réflexion s'organise en paliers. Si je fais ça, mon adversaire fait ça, et alors je fais ça, mais il peut faire ça, et alors... Je n'exagère pas, cette partie est devenue un exercice célèbre sous le nom du piège de Tarrasch. D'ailleurs, je vous le mets dans la description si ça vous intéresse. Votre capacité à aller en profondeur sera un bon indice de votre niveau. Donc voilà, pitch, photographier, imaginer, calculer. Et si vous trichez? Pour tricher aux échecs, il faut placer un miroir derrière l'adversaire. Ainsi, vous pouvez voir tout son jeu. Bon, cette boutade contient une part de vérité. Le pitch est aussi un outil à utiliser en se plaçant du côté de l'adversaire. Combien de fois pendant une partie vous vous mettez à la place de l'adversaire? 0 fois, cela ne m'étonne pas. Aux échecs, il est nécessaire de développer sa confiance en soi. Or, psychologiquement, pour cacher notre manque d'assurance, on peut avoir tendance à considérer notre adversaire comme un être lointain, à mi-chemin entre une plante verte et un enfant d'alien. J'espère qu'il ne va pas jouer dame à 6. Si ça se trouve, il ne verra pas que je menace tour prend 4. Après, je vais jouer cavalier d3 s'il ne fait rien. Mais votre adversaire est bien un être animé, du désir de vous battre. En cas de position sans possibilité tactique, je ne sais pas quoi faire, utilisez le pitch mais en vous mettant à la place de votre adversaire, avec la même envie de battre, le même désir de trouver un coup gagnant. C'est un biais psychologique très courant, on maximise nos possibilités et on minimise les possibilités de l'adversaire. On arrive à la fin de la partie avec les deux joueurs qui ont l'impression d'avoir mieux joué que l'autre. Mais votre adversaire n'est pas une plante verte douée de mouvement, c'est un tueur tout comme vous. Donc pitch et contre-pitch. Bon, s'affranchir du pitch, redevenons vivants. Maintenant que je vous ai tant vanté le pitch, il est temps que je vous le dise, le pitch est imparfait, carrément mon adjudant. Le pitch, s'il est utilisé pendant une vraie partie, est avant tout un entraînement en lui-même. À force de respecter ces 3 étapes, cela oblige votre cerveau à se poser les bonnes questions, à ne pas se précipiter sur la première possibilité. Enfin, le pitch, c'est comme des gammes pour un musicien. À force d'avoir fait ces gammes, le musicien est capable d'improviser, à tel point qu'on ne reconnaît plus le travail de gamme. Et pourtant, c'est bien grâce à ce travail initial qu'il est en mesure d'improviser. Et le musicien sait que c'est grâce à ce travail. À force de pratiquer le pitch, que ce soit pendant les moments chauds de votre partie, le climax, qui avait déjà oublié ce mot, ou pendant des exercices, vous allez pouvoir enseigner à votre cerveau le bon chemin pour progresser aux échecs, et peut-être même dans la vie. Après tout, c'est le slogan d'Action Man, non? Je regarde l'analyse et je me lance. Quoi? Action Man, ce n'est pas la vraie vie? On m'aurait encore menti? Bon, et puis vous allez voir, vous serez capable d'improviser vous aussi, de résoudre le pitch en un clin d'œil et de vous en affranchir totalement. La progression aux échecs fonctionne par paliers. Apprendre à réfléchir correctement prend du temps et surtout de la pratique. Donc, je ne vais pas vous laisser partir comme ça et je vous mets dans la description un lien vers un article où à la fin vous avez quelques exercices. Donc bon, si vous êtes arrivé jusque-là, si vous avez écouté cette vidéo en entier, je tenais à vous féliciter. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite.